Сорока, ворона, кашку варила, деток кормила. Этому дала, этому дала, этому дала, этому дала. Les langues, auxquelles on accole trop souvent le terme de barrière et trop rarement celui de lien, véhiculent toutes les mêmes émotions. Et lorsqu'elles s'adressent aux tout petits, elles rivalisent de douceur et de tendresse comme pour rappeler aux distraits la part d'humanité de chacun, d'où qu'ils viennent. Et si toute société a le besoin vital d'une langue commune, l'apprentissage de celle-ci ne nécessite pas l'effacement total d'une autre que fredonnerait encore un grand-père ou une mère née ailleurs. Ce qu'écrit un poète, qui est publié dans des collections confidentielles que personne n'achète, si c'est important, comment est-ce qu'on peut le mettre en travail sur la place publique et le partager avec tout le monde ? Voilà. C'est sur ce postulat que repose La Mare au Tétard n'a jamais de sanglier, projet socio-culturel nourri d'ateliers polyglottes où chacun vient partager un fragment infime, précieux de sa propre culture, sa propre pièce indispensable au puzzle. Une comptine, une berceuse, un collage, une petite brique à l'édifice commun. La Mare au Tétard n'a jamais de 1, 2, 3. La Mare au Tétard n'a jamais de sanglier. Au départ, il y a Sarah Asler, qui est musicienne, qui fait des ateliers avec des parents, des enfants, autour du patrimoine de chansons familiales. Alors, des familles viennent, chantent avec leurs enfants, des familles de tous horizons, de tout pays, de toutes langues. Sarah recueille ça, et à partir de ça, on décide de faire ensemble un album CD, dans lequel il y aura à la fois les chansons, mais il y aura aussi des textes, dans leur langue d'origine et en traduction, dans les alphabets d'origine aussi. Donc la particularité des ateliers, c'était que les familles elles-mêmes apportent des chansons de leur quotidien, de la maison, de leur enfance à elles, du coup en français ou pas en français, selon leurs envies. En fait, moi je parle pas du tout gaélique, mais c'est des chansons que mes parents nous chantaient quand on était petits. Donc voilà, c'est resté un peu comme berceuse, même si le son, c'est pas une berceuse à la base, mais pour moi c'est associé à m'endormir, quoi, aux chansons pour m'endormir. Et j'ai l'impression que ça plaît bien aussi, ça leur parle comme berceuse en fait, aux autres enfants et aux autres mamans. Les langues, comme les musiques, sont faites pour cohabiter, se rencontrer, se mêler et susciter chez celles et ceux qui les entendent pour la première fois une émotion tenace. Peu importe que cette langue soit la vôtre, le vaste monde s'invite désormais dans votre quartier et ce n'est rien d'autre qu'une formidable chance de mieux le comprendre, une source d'enrichissement humain. Pour moi, ça, c'est un outil qui sert la reconnaissance de ceux qui viennent d'ailleurs, de ceux qui sont peut-être invisibles, inaudibles. Là, on est dans quelque chose d'essentiel de la construction d'une société. Donc tout ça, ça fabrique un objet qui est un objet non identifié, mais qui est un objet qui permet d'habiter le monde aujourd'hui, d'habiter la langue aujourd'hui, d'être dans une transmission vis-à-vis des enfants, de rentrer en relation en ayant des gens extrêmement différents, et d'avoir dans le même groupe, tranquillou, une maman roumaine avec ses mioches, des bobos, et tranquille, dans le même groupe, qui ont quelque chose à faire ensemble. Ça sert à ça. L'activité culturelle permet en outre de donner une forme symbolique à sa propre histoire, à son rapport aux autres, de développer une pensée sensible de la relation que l'on entretient au monde. En un mot,
L'activité culturelle concourt à la revalorisation de l'image de soi et elle est un facteur de motivation et donc du maintien en formation, je le disais. L'action culturelle n'a pas un effet immédiat sur l'apprentissage de la langue. Elle peut améliorer les conditions de cet apprentissage en créant un environnement qui est favorable à cet apprentissage et en travaillant aussi sur la motivation des apprenants. Et ça, ces éléments de motivation, en fait, ils passent par tout un tas de facteurs. Hein. C'est très complexe de savoir pourquoi quelqu'un a envie d'apprendre et pourquoi quelqu'un continue d'apprendre surtout. Mais cette motivation, elle naît en partie de la confiance que l'on peut avoir en soi. Parce qu'ils savent mieux que quiconque capter, traduire et transmettre les émotions, les artistes, auteurs, conteurs, comédiens, musiciens sont de précieux tisseurs de liens, bâtisseurs de passerelles, des magiciens capables de faire disparaître les barrières, les incompréhensions et les peurs qui vont avec. Cascade, bas les mascarades. On n'en croit pas les masses capables. Et pourtant, ce qu'on défend, c'est la parole pour tous et la parole par tous, partout. Qu'elle parcourt les corps et les cœurs sans pourtour ni frontières. Qu'elle circule et nous bouscule pourvu qu'elle nous arrive entière. Je ne suis pas un pédagogue. Je viens avant tout parler d'une discipline qui me travaille, etc. et essayer de contaminer les gens, de la faire infuser chez les autres. Il ne faut pas oublier que la culture fait partie des éléments structurants de la société et que sur un territoire donné, la culture est un élément d'attractivité du territoire essentiel pour le vivre ensemble. Qu'est-ce qui fait qu'on peut se comprendre ? C'est quand on n'est pas obligé de tout dire. Si on doit tout dire et être transparent sur tout ce qui est l'obsession actuelle, on ne se comprend pas. Hein ? Ce qui fait qu'on se comprend, c'est qu'il y a de l'implicite en commun. Comment on fabrique de l'implicite ? Par l'art et la culture. Alors, je crois que c'est très important que le monde artistique, les artistes, puissent être aussi des passeurs de cette recherche en soi de comment trouver au travers de la langue une façon de s'exprimer sur ce qu'on est soi-même et donc du coup de comprendre ce que les autres essayent de vous faire passer comme message. Waouh, chouette! Et là, ils sont en train de transmettre quelque chose de leur bagage culturel. Et moi, c'est ça mon rôle aussi, c'est d'être aussi dans cette voie-là, quoi, de la transmission culturelle. Après, il y a plein d'autres choses qui se transmettent, mais voilà, moi, c'est ce que j'ai envie de travailler aussi à travers ces ateliers-là. Toute la question, c'est ça, c'est la question de l'interprétation. Est-ce que nous voulons un monde sans interprète ? Un monde qui prétend être dans une espèce de réalité objective et transparente ? Ou est-ce que nous voulons un monde avec des êtres humains ? C'est-à-dire un monde qui soit sans être interprété par l'un, par l'autre et par l'autre et par l'autre. La réalisation d'un tel projet n'allait évidemment pas de soi en dépit de sa pertinence. Il aura fallu fédérer une grande diversité de partenaires, institutionnels pour le financement, issus du monde associatif et du domaine de l'édition pour la mise en œuvre, afin d'aboutir à une forme cohérente, chargée de sens, respectueuse des différents contributeurs, sans oublier l'objectif initial, permettre à des habitants d'un même quartier de toutes origines sociales et culturelles de créer ensemble dans le partage, l'écoute et l'échange. Le livre, normalement, ça relève aujourd'hui des industries culturelles. Bon, ça, c'est pas vraiment de l'industrie culturelle. Hein ? Donc, qu'est-ce qu'on peut fabriquer qui ne soit pas de l'industrie culturelle, qui pourtant soit très pro, hein, et qui fonctionne, qui ait du sens dans notre vie d'aujourd'hui. Je crois que ça, il faut être plusieurs pour l'inventer ensemble, parce que c'est inventer des modes de création, mais c'est inventer des modes de production, mais c'est inventer des modes de diffusion, et c'est inventer aussi des modes de réception, de reconnaissance, d'accueil de ce qui est produit. Une des raisons pour lesquelles on encourage au partenariat, parce que ça permet aux acteurs et aux structures de renouveler leurs méthodes et leurs moyens d'approcher les publics. Donc effectivement, de ce point de vue-là, les institutions encouragent au partenariat. L'occasion de travailler avec d'autres personnes et d'avoir d'autres réseaux et d'avoir d'autres réflexions, en fait, d'autres discussions et d'autres échanges, et c'est toujours hyper riche. Quand, par exemple, je vais travailler par le biais d'une structure qui est reconnue par les habitants,
qui est un lieu où les gens se sentent à l'aise, ils ont déjà une histoire avec ce lieu, moi je bénéficie de ça. Donc vraiment, c'est pas de la superposition de partenariats, c'est vraiment l'idée de créer un maillage. Il ne faut pas croire, on n'est pas dans un monde idyllique. Les associations, les acteurs de territoire ne sont pas tous potes ni tous copains. Parce qu'on est quand même dans des logiques, dans certains cas, des logiques économiques. Si tu construis un projet pour des habitants, tu demandes des financements. Comme il n'y a plus autant de financement qu'auparavant, c'est peut-être ton projet va peut-être faire en sorte que moi j'en aurai moins. Toutes les difficultés d'habitus, de culture professionnelle, de problèmes pratiques peuvent se résoudre dès lors qu'il y a des gens qui ont un accord de fond sur les enjeux du projet. Ce qui est très compliqué à travailler, c'est quand on n'est pas d'accord sur le fond. Et là, c'est casse-pipe. Mais si on est d'accord sur le fond, tout le reste se résout. Le problème, ce n'est pas les projets. Aujourd'hui, le problème, c'est les discours. Et les discours qui sont très, très différents quand on travaille dans des milieux populaires et dans d'autres milieux. Quand un projet est mené avec des gens de milieux populaires, on demande toujours mais qu'est-ce que ça leur fait, qu'est-ce que ça produit, est-ce qu'ils sont plus heureux, plus sociables, etc. Quand des classes supérieures vont à l'opéra, on ne se demande pas si ça les rend plus sympas, s'ils élèvent mieux leurs gosses et s'ils disent bonjour à leur concierge en rentrant. Pourquoi est-ce que ce n'est pas la même évaluation, la même utilité, la même finalité selon les milieux sociaux ? Alors comment résoudre cette approche très segmentée ? Moi je crois qu'il faut toujours revenir au terrain et en l'occurrence au territoire. Penser l'action culturelle à une échelle territoriale, ça me semble un moyen de sortir de ces cadres en silo et de construire des actions qui sont transversales, qui touchent l'habitant. Indépendamment du fait qu'il soit scolarisé ou au contraire en maison de retraite, mais ce qui importe c'est qu'il vit à un endroit donné et qu'il est en relation avec un ensemble d'acteurs qui l'entourent. Voilà, c'est Figuerolle, elle est plus beau. Voilà les bons fruits qui c'est pas cher. Des beaux oranges à 99. Regardez. Et ce qui me semble, c'est que ce qu'il y a d'important, c'est de travailler localement des choses mondiales. J'ai envie de dire ça comme ça. Figuerolle, c'est un bout du monde. Alors un projet de territoire à Figuerolle, oui, en tant qu'un projet dans un bout du monde. Un projet de territoire dans un espèce d'îlot coupé du monde, non, ça me rend claustrophobe. Et je pense pas qu'on puisse avoir d'espoir pour ce quartier-là, qui soit pas des espoirs qu'on ait pour le monde en général. Je crois que c'est une question pour ce quartier, mais pas que pour ce quartier. ما تبكيش ويا الأميمة ما تبكيش ويا الأميمة ما تبكيش ويا الأميمة ما تقولي بنيتي هجرتني راني نزورك عن قريب راني نزورك عن قريب راني نزورك عن قريب يا ما مشطي لي يا شعري وعطرتي لي بيدك الحنينة ولبستي لي لباس العجيب